Bonjour à tous. En classe de troisième, beaucoup d'élèves me demandent à quoi servent les fonctions. C'est une notion un peu abstraite, les fonctions, pas toujours facile à saisir du premier coup. Et c'est normal que des élèves, face à un objet aussi déroutant qu'une fonction, avec toutes ces notations nouvelles, toutes ces lettres, tout ce vocabulaire, c'est normal que des élèves donc éprouvent le besoin d'une explication, disons, utilitaire. À quoi ça sert une fonction? Bon, moi, en dehors du fait que la justification des mathématiques par leur côté utilitaire ne me convainc pas tout à fait, parce que pour moi, un objet mathématique nouveau me semble intéressant en soi, mais c'est pour ça que je suis prof de maths aussi. Donc, en dehors de ce fait, j'avais toujours eu du mal à trouver un exemple suffisamment simple pour être expliqué à des élèves de troisième, mais suffisamment complexe pour ne pas paraître trop évident et donc un peu inutile. En fait, il y a plein d'exemples de fonctions très utiles. Pour tout dire, sans les fonctions, le monde autour de nous ne serait pas ce qu'il est. La technologie, par exemple, ne serait pas arrivée à ce qu'elle est sans les fonctions. L'informatique n'existerait pas. Et les sciences en général ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Un des aspects les plus importants des fonctions, c'est la prévision. Prévoir ce qui va arriver, ce qui va se passer, de quoi l'avenir, proche ou lointain, sera fait. Et c'est aussi à ça que servent les sciences. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de fonctions, en économie par exemple, en climatologie et en mécanique. Et c'est justement en mécanique que j'ai trouvé mon exemple de fonction. Une définition classique de la mécanique, c'est l'étude des trajectoires et en particulier l'étude de la chute des corps. Et c'est là que je vais aller chercher mes exemples. Mais d'abord, faisons un petit rappel sur les notations utilisées dans le chapitre sur les fonctions. Au besoin, vous pouvez aller faire un tour vers ma vidéo qui présente cette notion de fonction en détail. Alors on a cette notation. X, A pour image, f de x. C'est comme ça que ça se lit. X a pour image f de x. Le nombre x est appelé l'antécédent. Le nombre f de x, qui lui est associé, est appelé l'image de x. On va parler de la chute d'un objet. Alors on imagine qu'on est en haut d'une falaise, et ça c'est nous. À la main, on a un objet, par exemple une boule. On va le lâcher et étudier la trajectoire de chute de ce corps, sa vitesse, sa position, et en particulier la hauteur à laquelle il se trouve à un moment donné. Mais pour cela, adaptons un peu nos notations pour qu'elles soient plus explicites. Au lieu de x, on va prendre t, et notre fonction s'appellera h comme hauteur, et non plus f. T, ça sera le temps qui s'est écoulé depuis le moment où on lâche l'objet. On pourrait le mesurer à l'aide d'un chronomètre, par exemple. H de t sera la hauteur à laquelle se trouve l'objet à un instant t. Dans un cas idéal et un peu théorique, on peut supposer qu'on mesure cette hauteur à tout instant t avec un mètre, par exemple. Toute l'information sur cette vidéo, je suis allé la chercher dans un article de Wikipédia sur la chute libre. Dans cet article, on trouve la formule de h de t. Je vous la donne. H de t égale h0 moins 1 demi de gt au carré. Dans cette formule, h0, c'est la hauteur depuis laquelle on lâche l'objet. Mettons 100 mètres dans notre cas. Gardons juste cette information de l'article de Wikipédia. H de t égale h0 moins 1 demi de gt au carré. Si on remplace par les valeurs qu'on a choisies, h de t égale 100 moins, et dans 1 demi de gt au carré, g est une constante physique, c'est-à-dire un nombre qui dépend des caractéristiques de la Terre. On appelle cela la gravitation, ou plus exactement, l'accélération du champ de la pesanteur terrestre. Bref, ce nombre vaut environ 9,81, ne me demandez pas pourquoi, et donc 1 demi de gt au carré vaut 4,9 t au carré.
4,9, c'est la moitié de 9,8. On va remplir un tableau de valeurs pour h. Vous pouvez prendre votre calculatrice pour vérifier les résultats que je vais mettre dans ce tableau. Si t égale 0, c'est-à-dire au départ de l'expérience, h de t, c'est-à-dire h de 0, vaut évidemment 100 mètres. Si t égale 0,2, soit 2/10 de seconde après le lâcher, la hauteur est d'environ 99,8 mètres. Autrement dit, la boule n'est descendue que d'une vingtaine de centimètres. À une demi-seconde, h de 0,5 égale 98,775. On arrondit à 98,8 et la boule a parcouru 1,20 m. Pour t égale 1 seconde, h de 1 égale 95,1. L'objet a bientôt parcouru 5 mètres. À 2 secondes, h vaut 80,4 mètres. Et l'on constate nettement que la chute s'accélère. Car si la première seconde, la boule avait parcouru 5 mètres, pendant la deuxième seconde, elle a déjà parcouru 15 mètres de plus. La troisième seconde, elle en parcourt presque 25. C'est ce qu'on appelle un mouvement uniformément accéléré, puisque h de 3 égale 55,9. La quatrième seconde, la chute continue de s'accélérer. La boule tombe de plus de 30 mètres supplémentaires, avec h de 4 égale 21,6. Ensuite, h de 4,5 égale 0,8. La boule est à 80 cm du sol, presque en bas. 2 centièmes de seconde plus tard, elle percute le sol, h de 4,52 égale 0, plus ou moins, j'ai arrondi. En ce qui concerne l'expérience physique, le tableau de valeurs pourrait s'arrêter là. Mais on peut continuer de calculer les images de 5, 6, 7, etc. Un peu comme si on avait creusé un grand trou au point de chute de la boule, ce qui lui permettrait de poursuivre sa trajectoire sous terre. Par exemple, h de 5 est égal à moins 22,5. La boule serait en dessous du niveau du sol. Voilà pour les calculs. Que nous reste-t-il à faire pour mieux comprendre ce phénomène de la chute libre d'un corps, maintenant que l'on sait qu'il suit la loi d'une fonction bien déterminée, la fonction h? Eh bien, on peut par exemple tracer la représentation graphique de la fonction h à partir du tableau de valeurs qu'on a dressé. Pour cela, il nous faut un repère. L'axe des abscisses représentera le temps en secondes, tandis que l'axe des ordonnées représentera la hauteur en mètres. On gradue. Le temps va de 0 jusqu'à 5 dans notre tableau. 5 secondes. On pourrait même aller plus loin. Et la hauteur va de 100 jusqu'à 0. On peut même continuer dans les négatifs. Le 0 est à la fois l'origine du temps, t égale 0, le moment où on lâche la boule, mais aussi ce 0, c'est la hauteur du sol, 0 mètre de hauteur. On place le premier point de coordonnées 0, 100, le point qui clignote en vert. Puis le suivant. Et ainsi de suite, on place tous les points jusqu'au point qui correspond à t égale 4,52 à la hauteur 0 et qui représente le moment de la chute. Évidemment, sur le graphique, on ne le distingue pas du point t égale 4,5 qui est 2 centièmes de seconde plus tôt. Donc là, je n'ai fait qu'un seul point. Enfin, on peut continuer la courbe du côté négatif des ordonnées pour t égale 5 secondes à moins 22,5 mètres. Tous ces points reliés entre eux forment la représentation graphique de la fonction qui est la hauteur de l'objet en chute libre. Alors il ne faut pas se méprendre sur la signification de cette courbe. Elle ne représente pas la trajectoire de l'objet, puisque cette trajectoire est rectiligne.
Cette courbe est un objet virtuel, imaginaire, une vision de l'esprit, qui permet de voir dans le temps ce qui se passe. On voit à présent ce que l'on ne voyait pas forcément dans le tableau, mais qui est quand même assez intuitif. Un objet tombe de plus en plus vite, sa chute s'accélère, ce qui se voit à la pente de la courbe bleue qui est de plus en plus prononcée quand t augmente. Il y a une autre notion très abstraite aussi, et qui est la vitesse de la chute. On pourrait imaginer une deuxième fonction, disons v de t, v comme vitesse, qui représenterait la vitesse de l'objet à l'instant t après l'avoir lâché. Cette vitesse peut être mesurée en mètres par seconde. Et pour des raisons pratiques, on va la représenter sur le même graphique que la fonction h, sauf que maintenant, en ordonnée, 20, 40, 60, 80, 100 sont exprimés en mètres par seconde. Alors, au temps t égale 0, la vitesse de la boule est nulle, égale à 0, puisqu'on vient juste de le lâcher. Je vous donne les vitesses de chacun des points t qui figurent dans notre premier tableau de valeurs. Voilà pour 0,2 secondes, voilà pour 0,5 secondes, voilà pour 1 seconde. Au bout d'une seconde, la vitesse est de 9,81 mètres par seconde. 9,81, c'est ce nombre qu'on a vu tout à l'heure et qui est l'accélération du champ de la pesanteur terrestre. Cela nous permet de comprendre un peu ce que c'est que l'accélération du champ terrestre. C'est la vitesse que prend un objet qui tombe à chaque seconde. Chaque seconde, la vitesse d'un objet qui chute augmente de 9,81 mètres par seconde. Évidemment, si on néglige l'effet des frottements de l'air ambiant, qui oppose une légère résistance à la chute et la ralentit sensiblement. Continuons notre tracé de V de t pour 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 4,5 secondes et enfin 5 secondes. On voit que tous ces points sont alignés. C'est la représentation graphique de la vitesse de l'objet en fonction du temps. On a donc deux fonctions, h de t et v de t. La première, h, est la hauteur de l'objet en chute libre. La seconde, v, est la vitesse de l'objet qui tombe. Son expression est 9,81 fois t, 9,81 t. Alors, séparons en deux graphiques pour mieux différencier ces deux fonctions. Le second, c'est celui de la vitesse. C'est une droite passant par l'origine. On appelle cela une fonction linéaire. Et cela veut dire que la vitesse de chute est proportionnelle au temps qui s'est écoulé. Une de mes vidéos explique ce qu'est une fonction linéaire. Vous pouvez aller la voir. Le premier graphique, lui, celui de la hauteur, s'appelle une parabole en mathématiques. Ce mot ne fait pas partie du vocabulaire de troisième en maths. Mais par contre, en français, vous avez peut-être appris le sens de ce mot, parabole. Une parabole désigne une histoire, généralement une histoire courte, et qui est censée illustrer un enseignement moral ou une doctrine. Dans la Bible, par exemple, il y a la célèbre parabole du bon samaritain. C'est un personnage qui vient en aide à un voyageur qui a été attaqué par des bandits. Et alors que ses frères de religion le laissent périr au bord du chemin, le bon samaritain, lui vient en aide. Ce mot vient du grec parabolique qui veut dire rapprochement. Dans un récit parabolique, il y a des rapprochements à faire avec une certaine morale de l'histoire qu'on veut mettre en évidence. Par exemple, l'amour du prochain pour la parabole du bon samaritain. En mathématiques, notre parabole bleue ci-dessus se rapproche de la verticale si on la continue vers la droite. Voici en bleu une parabole complète. Alors, vu de loin, on voit nettement que ces bords se rapprochent de la verticale. Je crois que c'est ce rapprochement d'une direction verticale qui fait qu'on a choisi le mot parabolie, rapprochement en grec, pour désigner cette forme. Quant à moi, j'espère que mes explications vous auront rapproché de la notion de fonction que je voulais illustrer par cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours la regarder une deuxième fois ou en voir d'autres sur cette notion de fonction. Au revoir et à bientôt.